monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mars. Je vais vous parler de tout ce que j'ai regardé et écouté pendant ce mois-ci. Il y a peut-être un peu moins de choses que lors des mois précédents, tout simplement parce qu'il y a Koh Lanta et Top Chef qui ont repris, donc il y a déjà 2 soirs par semaine où je suis occupée à regarder ces émissions-là. Je voulais aussi vous dire qu'un nouvel épisode de mon podcast est sorti. Le lien est en barre d'informations comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir. On va commencer tout de suite avec les séries. La première série que j'ai regardée, c'est une mini-série en seulement 2 épisodes. C'est la série La Traque. C'est adapté du roman La Maison Gélogresse que j'ai lu il y a des années. Je pense que je l'ai lu en 2016. Et c'est un roman qui va retracer, et la série du coup aussi, qui va retracer l'arrestation de Michel Fourniret et de sa femme Monique Olivier. En fait, on va voir leur dernière victime qui arrive à s'échapper lors de l'enlèvement et ça va amener à arrêter Michel Fourniret et sa femme. Et on va voir les interrogatoires de la police pour comprendre qui sont ces gens et surtout pour comprendre si Monique Olivier est la complice de son mari ou non. C'est un roman qui m'avait fortement impactée, donc j'étais contente de voir la série. La série, honnêtement, c'est pas une grande réussite. Déjà, je trouve que les acteurs jouaient très mal. Je pense pas que ce soit nécessairement de leur faute à eux, parce qu'il y a notamment des acteurs qui normalement sont pas mauvais, comme François-Xavier de Maison. Je pense qu'à mon avis, ils sont mal dirigés, mais ça sonnait hyper faux. Dans le premier épisode, je me disais, c'est pas possible. Il y a juste l'acteur qui joue Michel Fourniret, Torton, je ne sais plus son prénom. Il ressemble en plus très très fort au vrai. Et lui, je trouve que il est assez juste et je pense que j'ai jamais trop regardé de documentaires ou quoi sur Michel Fourniret, mais je pense qu'il s'exprime vraiment comme lui. Et donc à ce niveau-là, c'est assez réussi. Mais la série reste très très plate. Honnêtement, si ça avait fait plus que 2 épisodes, j'aurais pas continué. C'est pas super intéressant parce qu'on est vraiment juste dans les interrogatoires chaque fois de la police avec Michel Fourniret et Monique Olivier. Ça tourne un peu en rond, c'est pas forcément super intéressant et je me rappelle qu'il y a plein d'éléments du roman qui ne sont pas repris dans la série. Au final, voilà, je vous la conseille pas forcément. En plus, je sais que pour certaines personnes, ça peut être super difficile de regarder ce genre de choses sur ce genre de thématique. Il n'y a pas de scène ultra choquante, mais c'est juste les personnages qui sont de vrais monstres et donc on n'a pas forcément envie de regarder ça, ce que je peux tout à fait concevoir. Ensuite, j'ai terminé Gilmore Girls au mois de mars. J'ai terminé la saison 7. Je pensais pas être hyper émue quand j'allais terminer et en fait, j'ai passé tout le dernier épisode de la saison 7 à pleurer. Je m'y attendais pas parce que Gilmore Girls, c'est pas ma série préférée. Il y a certaines saisons où je me suis un peu ennuyée, il y a parfois j'ai trouvé le temps long. Mais en fait, quand je me suis dit c'est fini, tu les as suivis pendant 7 saisons et maintenant c'est terminé, ça m'a beaucoup émue. Et la manière dont la série se termine m'a beaucoup émue également. Donc voilà, j'ai passé mon temps à pleurer. Alors j'aurais dû filmer ma tronche, je faisais que pleurer. Du coup, pour passer ça, j'ai regardé la mini-série qu'ils ont faite en 2016, donc 10 ans après, qui s'appelle Gilmore Girls, une nouvelle année. Ce qui est assez bizarre, c'est que moi j'ai enchaîné les deux. Donc le lendemain, je regardais Gilmore Girls, une nouvelle année. Tous les acteurs avaient pris 10 ans dans la tronche. Je vous avoue que ça m'a fait un peu bizarre. Normal, hein, ils ont vieilli de 10 ans, c'est tout à fait normal. Pour les fans de l'époque, ça a dû être hyper chouette. Moi, ça m'a juste fait bizarre. Et cette mini-série, en plus, je trouve qu'elle est pas hyper positive. J'ai pas trop aimé ce qui arrive au personnage, ça m'a un peu rendu chafouine. C'est que en 4 épisodes, et chaque épisode est assez long, hein. C'est plus ou moins 1h30, 1h45. Donc ça se regarde plus comme des petits films. Et ça nous laisse sur un cliffhanger à la fin, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. C'est hyper frustrant pour le téléspectateur. J'ai été lire des théories sur internet parce que je me suis dit quoi? Attends, est-ce que j'ai loupé un truc? Mais ça s'arrête de manière très brute. Je pense qu'à la base, il était censé y avoir une suite à ça, mais comme ça a quand même été fait en 2016, je pense qu'on n'aura pas de suite, donc à nous de nous faire nos propres théories. Après, j'ai voulu continuer un peu dans cette même ambiance et j'ai entendu parler de la série Ginny et Georgia. On m'a dit que ça ressemblait plus ou moins à Gilmore Girls, donc je me suis laissée tenter. Effectivement, on est aussi dans une relation mère-fille. Georgia est la mère et Ginny est sa fille, et Georgia a eu Ginny vers 15-16 ans. Donc à ce niveau-là, c'est assez semblable, il y a juste un petit frère en plus. Quand l'histoire commence, le mari de Georgia est décédé. Elle était mariée avec un homme assez âgé et très riche. Et il est mort. Et elle est pas triste du tout de ça.
C'était pas un mariage d'amour. Et il meurt et donc ils déménagent dans une petite ville des États-Unis et ils vont reprendre leur vie à zéro, ils vont tout redémarrer. Et on va suivre Georgia qui va faire sa vie, qui va chercher un travail, et Ginny qui va aller à l'école et se faire de nouveaux amis. On suit aussi un petit peu le petit frère Austin, mais beaucoup moins. En fait, par rapport à Gilmore Girls, je pense que c'est pas utile de comparer, parce que c'est vraiment pas la même chose. La relation mère-fille est hyper chaotique ici, et elle est pas franchement toujours très saine et très chouette. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des flashbacks du passé, c'est-à-dire qu'on va voir la vie de Georgia quand elle est tombée enceinte, ce qui s'est passé pour elle, et elle a traversé des choses assez difficiles. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs incohérents dans cette série, ou alors c'est moi qui n'étais pas du tout à la page quand j'étais ado, ou bien les choses ont beaucoup changé, ou bien c'est improbable. Mais tout ce qui se passe au niveau de Ginny et de ses amis, je me suis dit quoi? Notamment un élément qui se passe à l'épisode 1 ou 2, j'ai pas compris quand j'ai vu ça, je me suis dit trop bizarre. Ça se regarde super bien, les épisodes ils font 50-55 minutes, il y en a 10 et c'est super prenant, il n'y a pas de moment d'ennui. Donc ça c'est quand même hyper positif parce que souvent les séries elles ont tendance à tout tirer en longueur. Ici c'est très dynamique. Les personnages sont plus ou moins attachants, ça dépend qui. Moi j'ai bien aimé le personnage de Georgia, j'étais toujours contente quand on la suivait elle. Et c'est là que je me suis dit que j'avais peut-être pris un coup de vieux parce que je préfère suivre la mère que l'adolescente. C'est la vie. On aborde plein de thématiques intéressantes aussi parce que Ginny elle est métisse et donc ça va vraiment venir prendre une place dans la série parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur son identité. Elle est pas blanche, elle est pas noire et elle se pose beaucoup de questions sur ça. Et comme dans presque toutes les nouvelles séries Netflix, il y a énormément de représentations, que ce soit des représentations en termes de culture, couleur de peau et aussi de sexualité. Donc ça c'est cool, tout le monde peut s'y reconnaître et ça c'est vraiment chouette par rapport aux séries des années 2000. On voit que ça évolue beaucoup à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a une saison 2 si je la regarderai, peut-être, c'est pas sûr. C'est pas une série incontournable, mais ça se regarde bien, ça fait passer le temps. Pourquoi pas? J'aurais juste aimé que ce soit un peu plus simple. Ici, c'est le genre de série où on va venir ajouter plein d'intrigues pour qu'il se passe tout le temps plein de trucs. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que du coup, je trouve que ça devient complètement incohérent et improbable. J'aime mieux les séries un peu plus simples que ça, mais bon. C'est quand même sympa. On va maintenant passer aux films. J'en ai 5 à vous présenter parce qu'en fait, globalement, ce mois-ci, j'ai regardé pas mal de films que j'avais déjà vus. J'ai regardé notamment Mes meilleurs amis, Very Bad Trip, Bad Teacher. J'avais envie de films rigolos pour me remonter le moral. C'est la période où j'ai dû retourner à l'école et j'avais eu un petit coup de mou. Donc j'ai eu besoin de regarder des films comme ça. Et j'enchaîne sur des films hyper déprimants juste maintenant. Les 3 films que j'ai regardés qui sont sur Netflix sont Irréversible, Manchester by the Sea et puis une comédie Sans Sarah, rien ne va. Je vais commencer avec Irréversible, qui est un film hyper dur à regarder. Honnêtement, je l'ai vu, je le reverrai jamais. Je compte plus jamais voir ce film de ma vie. En fait, c'est un film qui est construit à l'envers. Au début, on comprend rien et puis on va remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé à la base pour que les personnages en arrivent là. Quand ça commence, on suit Vincent Cassel et l'autre là, comment est-ce qu'il s'appelle? Albert Dupontel. On suit Vincent Cassel et Albert Dupontel qui arrivent dans un club avec plein de gens qui ont une sexualité un peu débridée, un peu particulière. Ils arrivent dans ce club, ils cherchent un homme en particulier parce qu'ils veulent le tuer, tout bonnement. En tout cas, ils veulent lui casser la gueule. Et on voit toute la scène. Comment vous dire que je n'ai plus pu regarder l'écran, c'était horrible. C'est un film d'une violence inouïe, il faut le savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai détesté les 30 premières minutes du film. Je comprenais rien. C'est filmé à l'épaule, ça bouge tout le temps. Il y a une musique entêtante infernale. Je comprenais vraiment rien à ce qui se passait et juste c'était super désagréable à regarder. Au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on comprend de mieux en mieux l'intrigue et surtout l'image se stabilise un petit peu. Heureusement parce que sinon c'est irregardable. Et on comprend tout ce qui s'est passé en fait, tout ce qui a mené à cette fin-là. Attention, énorme trigger warning, comme je vous l'ai dit, violence et surtout viol. On a une scène de viol qui dure 6-7 minutes, sans déconner. On voit en fait toute la scène de viol comme ça. Sans cut, sans aucun artifice et c'est horrible. C'est une des scènes les plus difficiles que j'ai eu à regarder de ma vie dans un film et c'est pour ça que je vous dis je ne reverrai jamais, 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 jamais ce film. J'ai entendu dire qu'il avait été remis à l'endroit
Mais par contre, là, je trouve que ça perd tout son intérêt. Donc regarder ce film dans l'ordre chronologique, je trouve que c'est vraiment perdre une grosse partie du film. Donc si vous voulez le regarder, malgré tout ce que je vous en ai dit, regardez la version originale qui est sur Netflix, où vous devez remonter le temps. Parce que le regarder dans l'autre sens, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est juste mon avis. Ensuite, j'ai regardé Manchester by the Sea. C'est un film dont j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs parce que je l'ai regardé tout au début du mois de mars. Donc je vais essayer de vous en parler avec ce qui me reste en tête. On va suivre un homme qui vit aux États-Unis. Donc c'est Manchester aux États-Unis et pas en Angleterre. Il est homme de main, il a une vie solitaire, il a un petit appartement horrible. Et un jour, il est appelé parce que son frère est mort. Et il va devoir s'occuper de son neveu. Et on va aussi replonger dans le passé de cet homme et comprendre ce qui s'est passé dans sa vie à lui parce qu'il a connu un drame. Et on va voir les conséquences que ce drame a eu. C'est un film qui est très lent mais qui est quand même très très bien interprété. Mais c'est juste que il y a des moments d'ennui dans le film, en tout cas à mes yeux, c'est pas du tout un film dynamique. Le sujet traité est super bien traité, mais comme je vous le dis, il m'en reste que des bribes au final, donc c'est un film qui m'aura pas marqué tant que ça. Dommage parce que j'avais envie de le voir depuis longtemps. Et c'est pas du tout que je suis passée à côté parce que je trouve que c'est un bon film, hein. Mais il m'a laissé moins d'impact que ce que je pensais. Dernier film Netflix, là c'était une comédie quand même. C'est Sans Sarah, rien ne va. J'avais envie de regarder des films, comme je vous l'ai dit, un peu réconfortants, donc je me suis penchée sur celui-ci. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est compositeur de musique et qui sort avec une actrice dans une série télé qui a beaucoup de succès. Il est fou amoureux d'elle, mais un jour, elle le quitte pour quelqu'un d'autre, il ne sait pas pour qui. Il n'arrive pas à s'en remettre et il va partir en voyage à Hawaï pour se changer les idées. Mais bien sûr, dans son hôtel, il va retrouver son ex avec son nouveau copain et lui, il va se rapprocher petit à petit de la réceptionniste. C'est pas du tout une bonne comédie américaine à mon sens parce que c'est un humour hyper potache, ça... Pourquoi pas, au final ça me dérange pas plus que ça. Quand je vous dis que je regarde des trucs comme Very Bad Trip, ça me dérange pas, mais c'est juste que j'ai jamais rigolé quoi. Il y a jamais un moment où j'ai trouvé ça franchement drôle, donc je suis passée à côté. Et c'est dingue parce qu'ils ont quand même eu des acteurs connus, il y a notamment Mila Kunis dans ce film. Mais ouais, je suis passée à côté, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. Les paysages sont sympas, on est à Hawaï, hein, mais le film, globalement... plutôt un flop pour moi. Je vais passer aux deux films qui ne sont pas sur Netflix. Le premier, c'est Les Figures de l'ombre, que je voulais voir depuis sa sortie au cinéma. On va suivre le destin de 3 femmes noires dans la NASA. Donc c'est à l'époque où les États-Unis voulaient envoyer une fusée dans l'espace. Et on va suivre particulièrement ces 3 femmes, mais en fait il y avait énormément de calculatrices noires dans la NASA. Et on va suivre en particulier ces 3-là, qui vont avoir des rôles différents. On va suivre leur combat au quotidien. C'est un film qui va parler de féminisme, surtout de racisme, de ségrégation raciale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a une des 3 qui va avoir une sorte de promotion. Et on va voir que dans les yeux de son patron, c'est pas sa couleur de peau qui importe, c'est juste les résultats qu'elle a. Même si quand elle commence son nouveau job, c'est très compliqué pour elle parce que c'est la seule femme noire. Quand elle veut boire du café, elle a un café spécial pour les gens de couleur. Elle ne peut pas aller aux mêmes toilettes que les blancs. Elle doit parcourir 800 mètres pour aller aux toilettes et puis revenir. Enfin, elle a un train de vie horrible juste parce que c'est une femme et qu'elle est noire. Mais on va voir que peu à peu, c'est quand même ses facultés intellectuelles qui vont prendre le dessus. Et on va suivre aussi ces 2 amies qui ont des destins un peu différents tout en étant dans la même veine. C'est très intéressant. Je pensais que ça allait peut-être me marquer plus du style comme La couleur des sentiments. Je trouvais que c'était un très beau film, hein, très important, mais c'est juste que ça n'aura peut-être pas eu autant d'impact que ça sur moi. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses sur la NASA, donc ça c'est un point extrêmement positif. Et je trouve que juste pour les valeurs de tolérance que ce film délivre, il est hyper important à voir. Le dernier film, c'est le film Un homme pressé. Je l'ai regardé principalement pour le casting parce que c'était un film avec Fabrice Lucchini et Leila Bekti et j'aime beaucoup les deux. Ici, on va suivre Fabrice Lucchini qui campe un homme qui est super businesswoman. Ici, on va suivre Fabrice Lucchini qui campe un vrai businessman qui ne vit que pour sa carrière, qui a un peu délaissé sa famille au profit de sa carrière. Et un jour, il va faire un arrêt cardiaque ou un AVC ou un infarctus, je sais plus exactement, mais vous voyez le genre. Il est à bout et donc son corps lâche. Et quand il se réveille,
il a des difficultés de langage et il va devoir suivre des leçons avec une orthophoniste, des séances avec une orthophoniste. C'est un film plein de bons sentiments, on voit dans quelle direction ça va aller, on voit que sa rééducation du langage, ça va de pair avec sa rééducation d'homme, en quelque sorte. Et voilà, ça se regarde bien. Avec mon copain, on a juste eu un problème avec le chien dans ce film, on trouvait que le chien était pas super bien traité, mais c'est pas du tout un des thèmes du film. Et alors la fin est bâclée, est très rapide et très facile, donc c'est un peu dommage. Mais c'est une petite comédie française assez sympa. J'ai aussi regardé un one woman show, j'ai regardé Bonne Nuit Blanche. C'est le 2e spectacle de Blanche Gardin. Si ça se trouve c'est le 3e, je vous le noterai ici. En tout cas c'est le dernier qui a été en ligne sur Netflix. Et je l'ai regardé parce que moi Blanche Gardin je l'aime encore bien. Globalement c'était quand même très drôle, après l'humour c'est tellement personnel que c'est difficile de vous recommander ça. Il y a juste eu quelques blagues sur la culture du viol qui m'ont pas fait rire. Mais il y a des moments où j'ai pleuré de rire toute seule dans mon canapé. Je trouve que Blanche Gardin, elle est quand même assez forte. En plus, elle a son air complètement impassible et elle sort des pics. Elle pique un peu tout le monde et je trouve que franchement c'est très réussi et j'ai bien rigolé avec ça. Et je voulais aussi vous parler d'un documentaire Arte sur la fast fashion que j'ai trouvé super intéressant parce que ça dénonce vraiment les travers de cette fast fashion et qu'est-ce qu'il y a derrière un t-shirt qu'on va payer 3 €. On va voir que c'est pas fameux. Donc ça va revenir sur cette industrie, sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé de certaines personnes, notamment on voit des usines en Inde qui viennent polluer tout l'environnement et donc toutes les personnes qui vivent aux alentours de ces usines sont malades. On va voir les conditions de travail des gens qui bossent en Angleterre dans des petites usines pour je ne sais plus quelle entreprise, Chine ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça couvre le sujet de manière assez large et ça fait ouvrir les yeux si jamais il fallait encore le faire. Moi j'étais déjà convaincue mais j'ai trouvé que ce documentaire était quand même très bien fait et très parlant. Je vais terminer avec 2 podcasts. Le premier c'est PIC TV. La dernière fois, je vous ai parlé du podcast Amis avec 2 amis qui regardaient Friends et qui commentaient. En fait, le même binôme fait à la base un autre podcast que j'ai découvert qui s'appelle PIC TV. Dans ce podcast, elles vont parler de l'actualité des séries. Je suis pas la plus grande fan de séries, j'en regarde pas beaucoup, vous pouvez le remarquer. Je suis pas du tout à la page en ce qui concerne les nouveautés et autres. Mais ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est que parfois ça va parler de vieilles séries. Ils vont nous parler de Dawson, de Charmed, de trucs que j'ai vus fut un temps et donc je trouve ça chouette. Ils parlent de RuPaul, enfin bref, ils vont parler aussi de leur série préférée de 2020. Dans chaque épisode, elles abordent soit une série, soit une thématique sur les séries et je trouve toujours que c'est très chouette à écouter. Et l'autre podcast, c'est un petit peu dans la même veine, c'est le podcast Affiché. C'est un podcast du magazine en ligne Mademoiselle. Ici, le but de ce podcast, c'est d'aborder le cinéma et les séries d'un point de vue féministe. Vous avez différents types d'épisodes, soit des épisodes qui vont se centrer sur une thématique, comme les teen movies, ou bien les castings pour les femmes, ou bien comment écrire un bon personnage féminin, ou alors vous avez des épisodes plus thématiques où on va parler d'un film, d'une série. Ce que j'aime bien, c'est les épisodes procès, où il y a une personne qui va défendre un film ou une série et une autre qui va l'accuser, et je trouve que c'est super chouette au niveau de l'argumentation. Il y a certains épisodes que je préfère à d'autres, je trouve que pour certains il n'y a pas vraiment de fond. Je pense notamment à celui sur comment écrire un bon personnage féminin. Je l'ai pas regardé je l'ai pas écouté en entier parce qu'au bout d'un moment, les réponses c'était c'est la même chose qu'écrire un bon personnage masculin, c'est juste il faut que ce soit un personnage creusé. Et voilà, j'avais pas envie d'écouter ça pendant 1 heure. Mais globalement, c'est un podcast que j'écoute dès qu'un épisode sort. Je trouve que c'est assez sympa et j'apprends quand même pas mal de choses. Et les invités sont en général très intéressants et très pertinents. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu une de ces séries, un de ces films ou bien écouté un de ces podcasts. N'hésitez pas à me faire vous aussi vos recommandations. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!